Salam alaikum. Bonsoir, messieurs, dames. Merci de répondre à cette invitation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mohamed Haytami, je suis PDG du groupe Le Matin. Et c'est un plaisir pour nous de nouer un premier partenariat avec l'ISKE, grâce au professeur Sibami. En fait, nous sommes dans le cadre d'une initiative qu'on a prise il y a 3 ans, qui consiste donc à travailler sur l'écriture, la littérature, présenter des ouvrages, présenter des livres. Au départ, c'était plus les romans et depuis le début de l'année, on s'est dit qu'il fallait peut-être se tourner vers l'entreprise, essayer de parler de sujets qui concernent le management, les entreprises, les défis des entreprises, les difficultés, les problématiques qui se posent. On a fait une première rencontre en janvier dernier au sein de la CGEM. Je me rappelle, c'était Affaires publiques au Maroc. C'était un ouvrage de Sihatin Benjelloun qui parlait du lobbying au Maroc. Et ça existe. Et donc, c'était intéressant. Le lobbying dans le sens noble, dans le sens d'orienter les décisions de l'État vers des solutions à des problématiques qui se posent. Et donc, cette deuxième rencontre est la bienvenue dans ce cycle-là des vulnérabilités. Et j'ose aussi porter ma casquette de patron d'un petit groupe. Et en général, on se préoccupe quand on est patron d'un groupe des différentes vulnérabilités qui peuvent exister au sein de l'entreprise. Ça peut être déjà des vulnérabilités, je dirais, de pouvoir d'achat. C'est-à-dire quand nous sommes une industrie et nous sommes en même temps, puisque nous sommes imprimeurs, et nous sommes aussi éditeurs. Et donc, vous avez des ouvriers, vous avez des manœuvres, vous avez des gens qui ont une vulnérabilité financière, si on peut dire. Il y a des vulnérabilités liées aussi j'ai pas vu le livre, mais aussi au genre. Par exemple, nous avons d'activité d'imprimerie, il y a une minorité de femmes, moins de 10%, au milieu d'hommes. Et donc, il y a un certain nombre de vulnérabilités, sans parler des autres problématiques qui se posent, de l'handicap, et ainsi de suite. J'imagine que le livre que nous allons présenter va essayer de mettre l'accent sur ces différents sujets et donner quelques éclairages, soit aux étudiants, aux personnes intéressées ou aux responsables, pas forcément des patrons, mais qui ont sous leur tutelle ou sous leur commandement des personnes. Et j'imagine aussi qu'il y a des qualités d'écoute, d'observation pour régler tout ça. Je ne vais pas parler encore plus puisque je viens aussi pour apprendre. Je voudrais juste vous dire que nous avons un bon cycle cette année de rencontres de ce book club et nous venons de prendre une initiative très intéressante grâce à mon collègue et ami, c'est Ali Sossé, qui est vraiment la cheville ouvrière. Moi, je ne fais que les ouvertures. Je viens parler, je palabre et je m'en vais. Mais les gens qui travaillent vraiment sont ceux qui n'apparaissent pas toujours. Donc, on lance à partir du vendredi 31 et samedi et dimanche, 1er et 2 novembre, la rentrée littéraire. Au Maroc, il y a eu une première initiative il y a une quinzaine d'années, d'1 ou 2 années de rentrée littéraire, mais on voudrait apprendre et travailler sur une véritable rentrée littéraire avec les nouveautés, avec des rencontres avec le public, avec des découvertes et avec nous allons publier ça demain peut-être, un programme. Ça sera à Mechouar, Palais du Mechouar, avec le soutien du ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication. Il y a un programme assez bon programme. Et donc, je vous invite à nous rejoindre à partir du vendredi 31 à 17h. 17h, Ali. Et si vous n'arrivez pas, ce sera aussi samedi et dimanche avec un programme très chargé. Je remercie mon ami Sizouanet. Les autres personnes, je ne voudrais pas, Madame Bouteina Burkel, l'écrivaine, ma collègue, parce que nous avons à un moment donné dans une autre vie travaillé ensemble dans une banque, Amina Ben Ammar, qui va modérer. Et donc c'est une qualité que je découvre chez Amina Ben Ammar. Et Madame Amira Salima, qui est directrice générale de Microsoft Maroc. On aimerait bien rencontrer Microsoft pour autre chose dans l'avenir. Il y a des choses.
la pause, oui. Non, non, on va pas, c'est pas éthique. Hein. Merci beaucoup et très bonne continuation. Merci beaucoup, Monsieur Haïtami. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et effectivement, c'est une autre qualité qui nous rassemble autour du livre. Et j'ai le plaisir de suivre de très près ce que fait le Book Club. Et leur cycle de conférences est très intéressant. Et je recommande à tous les étudiants et à toutes les personnes qui ne le connaissent pas d'assister à cette rentrée littéraire. Donc, je réitère la bienvenue à tous les participants. J'aurais aimé avoir plus d'étudiants, mais j'espère qu'ils vont venir. La particularité de l'ISCAE, c'est que c'est des étudiants qui sont très occupés. Activités parascolaires, et ce que je salue, parce que on a eu la chance d'avoir beaucoup de stagiaires étudiants et beaucoup de recrues qui sont maintenant managers. Donc, je peux attester du professionnalisme de l'établissement, mais également de la qualité des étudiants. Alors, sans transition, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai vraiment le plaisir de modérer cette conférence dans le cadre de ce nouveau format de conférence lancé par le Book Club, qui s'adresse et aux managers et aux étudiants autour d'un livre que j'ai eu le plaisir de lire, et qui a fait qu'une amitié est née avec Boutseina, Burkel Sobei. Vous avez dû vous poser la question, quand vous avez vu les invitations circuler, pourquoi l'ISCAE ? Pourquoi cette conférence se passe au niveau de cet établissement ? C'est tout simplement parce que c'est un retour aux sources, pour la co-autrice de cet ouvrage, Manager les vulnérabilités en pratique, et on fera le voyage ensemble tout au long de cet échange. C'est un retour aux sources parce que c'est lauréate de l'ISCAE, promotion 10, et en mode give back. C'était tout naturel et cohérent que cette première conférence qui ouvre le bal de ce nouveau format de conférence du Book Club se passe au niveau de cet établissement. Nous avons également, avant de la présenter, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous deux autres panélistes, vus corporates. Parité oblige, et je les remercie d'avoir accepté l'invitation. Nous avons une femme et un duo de choc. Une femme, Madame Salima Amira, qui porte bien son nom et qui a été présentée en introduction, donc DG de Microsoft Maroc, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et Monsieur Hicham Zouanetz, qui est également connu. J'ai même été à une conférence hier, et je pense que les personnes ne vont pas tarder. Ils m'ont dit, Hicham sera là, on sera là. Donc, président de la commission sociale de la CGM et responsable RH chez Coca-Cola Bottling Company. Donc l'idée c'est vraiment, ils seront invités pour un regard croisé et également partager avec nous leur perception de la vulnérabilité. Sujet complexe et sensible, mais thématique qui interpelle, et je pense qu'elle a dû vous interpeller, susciter votre intérêt, susciter votre curiosité, et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui de parcourir ensemble en mode teasing. Vous allez lire le livre par la suite pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais c'est vraiment, cette conférence, vraiment c'est une tribune pour sensibiliser autour de cette question qui est l'affaire de tous, parce qu'elle concerne toute personne, toute organisation, et même un établissement scolaire est concerné par la gestion et le management et la prévention de la vulnérabilité. Donc, avant de démarrer cette conversation, je vais présenter Boutseina, la co-autrice de ce livre. Ce livre a été coécrit avec Charlotte Fortuit-Klein, qui n'a malheureusement pas pu faire le déplacement. Et donc Boutseina, comme je l'ai dit, est lauréate de l'ISCAE. Elle est titulaire d'un master de recherche M2 en politique générale et stratégie de l'organisation.
stratégie des organisations de l'Université Paris-Dauphine. Elle est dirigeante d'un cabinet de consulting de Helper et qui porte bien son nom, cohérence oblige avec l'ouvrage. Mais je pense que l'idée de l'ouvrage est venue après, mais vous avez dû remarquer que la cohérence est là et la mission et le sens est là. Elle est spécialiste des organisations et chez The Helper, elle analyse et prévient les risques organisationnels et managériaux, notamment les risques psychosociaux. Elle est également enseignante, elle enseigne le leadership et le management en école de commerce et de communication. Pourquoi pas un jour à l'ISCAE, même si elle est basée à Paris. Je ferai le déplacement, mais vraiment pendant les vacances scolaires. Hein. Et donc voilà, donc pour vous mettre dans le contexte du livre, qui n'est pas simplement un ouvrage académique, c'est vraiment un voyage dans nos vulnérabilités au travail, pour vraiment les transformer en levier de management et en faire vraiment les positionner en atout pour une performance durable. Donc c'est vraiment comme ça que Boutseina présente le livre et je vous invite à cheminer avec nous sur les différents chapitres de ce livre. Je vous rassure, on ne va pas le lire au cours de cette conférence, mais on va juste adresser des angles d'attaque sur les différents aspects traités dans cet ouvrage et comme ça on répondra également à vos questions. Mais avant cela, j'aimerais vraiment, avant de commencer le débat, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice pour une entrée en matière. Quand vous pensez vulnérabilité, je vais juste noter un nuage de mots. Quand vous pensez vulnérabilité, quel est le mot qui vous vient à l'esprit spontanément? Menace. Non, ça peur. Faiblesse. Ok. Hop. Doute. Angoisse. Je l'ai noté. Handicap. Parfait. Exposition. Intéressant. Épuisement. C'est déjà très bien. Quoi d'autre? Stress. Oui. Volatilité. Inégalité. Oui. Risque. Et moi, je rajouterai risques psychosociaux, donc RPS. OK. Quoi d'autre? Contrainte. Parfait. On va s'arrêter là. Parfait. Donc je dévoilerai. L'idée, c'est qu'au niveau du livre, on a un nuage de mots parce que que ce soit Boutseina et Charlotte, au démarrage du livre, on fait des focus group et on fait le même exercice. Donc je verrai si on se retrouve dans ce nuage de mots avec le nuage de mots qui est ressorti par les autrices. Et donc voilà, ça centre pour cette belle transition. C'est un bon démarrage. Vous allez comprendre pourquoi je pose la question, parce qu'il est toujours important de démarrer de s'aligner sur les définitions quand on travaille sur un concept ou sur un sujet. Il faut s'assurer que, et surtout à plusieurs, il faut s'assurer que le tour de table parle le même langage, a la même définition des concepts. Et donc c'est la raison pour laquelle, avant de démarrer cet échange, et je pense que le débat et la qualité de l'échange sera enrichissant pour tous, je vais me tourner vers Boutseina et lui demander de donner une définition
de la vulnérabilité et notamment le distinguo entre vulnérabilité et fragilité. Merci Amina. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier d'être venus aussi nombreux et à m'avoir invité pour un retour, comme tu disais, aux sources et à cette salle d'amphithéâtre qui a été réaménagée. J'ai failli ne pas me retrouver. Mais heureusement, il y avait suffisamment de repères à l'ISCAE pour que je puisse m'y retrouver. Alors, pour la définition, ça a été un exercice qui a été le plus ardu dans l'écriture du livre. Tout d'abord, parce que on peut parler de vulnérabilité financière, cybersécurité. D'ailleurs, en ce moment, on parle pas mal d'attaques de cybersécurité dans les clouds, n'est-ce pas? Mais pas que, dans même nos fichiers, dans nos maisons, quand il y a un tremblement de terre récemment, par exemple au Maroc, on s'est rendu compte d'une forme de vulnérabilité géologique, on va dire, dans certains lieux en particulier. Et donc la vulnérabilité, j'ai dû même aller dans des livres plutôt liés à des thématiques, on va dire, éloignées de l'humanité, ce qu'on appelle les sciences humaines, donc vraiment d'aller vers de la technique, de la physique, pour m'intéresser à ce que et avoir une définition. Et on est arrivé à une définition, si je devais vraiment la simplifier au possible, la version longue, elle est dans le livre, mais si je devais la simplifier, c'est l'évaluation de sous-performance liée à l'individu, liée à la performance de l'individu. Donc la vulnérabilité est liée autant à une évaluation individuelle, personnelle, de sa propre performance, que celle de l'employeur, que celle des collègues. Donc autour, on va en permanence évaluer la performance possible de ses collègues et de soi-même. Et cela introduit une question qui est vraiment intéressante, c'est est-ce que la vulnérabilité est objective ? Si je pars de cet événement, de cette définition, non, pas du tout. Elle est subjective. Elle va être liée à une histoire d'un pays, à une culture. Elle va être liée aussi à une construction socio-économique. Donc, on parle même de vulnérabilité financière, par exemple, pour certaines populations, liée à une économie particulière. Et du coup, la vulnérabilité humaine, en particulier, on l'a mappé dans le livre selon 4 catégories. La vulnérabilité liée plutôt à tout ce qui est physique, donc c'est considéré santé mentale, santé physique. Ça va être lié aussi aux vulnérabilités sociales, donc le genre, s'il est perçu positif ou négatif dans certains milieux, par exemple, si je dis une bêtise, corrigez-moi, mais par exemple, être infirmière ou être ingénieur avec eux ne va pas avoir le même corpus en France, alors que ingénieur avec eux au Maroc, c'est relativement assez courant. Et ça, par exemple, je l'ai perçu, je l'ai analysé selon typiquement la subjectivité, on va dire, nationale. Et ensuite, on va avoir les vulnérabilités liées au monde professionnel. Donc, par exemple, la capacité à être mobile, la capacité à se former. Donc, par exemple, l'IA en particulier va nous exposer en ce moment à de nouvelles vulnérabilités. Alors que, par exemple, il y avait certains métiers qui n'étaient pas du tout touchés par le numérique jusque-là ou qui n'étaient pas amenés à être obsolescents. Et enfin, une vulnérabilité liée à ce qui est culturel. Donc, on va avoir, par exemple, des milieux spécifiques. Donc, par exemple, est-ce qu'on va avoir l'ascenseur social qui évolue beaucoup plus vite? Est-ce qu'on va être jugé, par exemple, selon l'accent? Moi, quand je suis arrivée à l'ISCAE, ce qui m'a frappé, ça a été vraiment quelque chose qui frappe tout de suite quand on arrive, c'est qu'il y a ce qu'on appellerait assez vite un melting pot culturel et sociologique. On a des personnes qui viennent du lycée public, comme des personnes qui viennent du lycée privé, des personnes qui viennent d'une bourgeoisie dorée, comme des personnes qui viennent de coins vraiment reculés au Maroc et qui découvrent certaines choses sur les bancs de cette université.
parce que ça joue un rôle en fait de, on va dire, d'ascenseur social vraiment très très puissant. Donc ça veut dire Par que c'est l'éducation. par l'éducation, par l'instruction, par le fait de se rencontrer, qu'il y ait cette mixité sociale, et que malheureusement dans certains milieux professionnels, on peut avoir voilà un enfermement spécifique, mais ce n'est pas amené à être figé. Donc voilà, si je devais résumer vraiment que je reviens sur la vulnérabilité, c'est une évaluation de sous-performance supposée à un individu, que cette évaluation vienne de l'individu lui-même ou de son entourage. Et la différence avec les fragilités, c'est que la fragilité est le symptôme sur lequel on va juger cette vulnérabilité. Donc par exemple, si je prends une situation particulière, c'est quelqu'un qui a connu un burn-out, mais qui en parle pas à ses collègues, mais qui va avoir des symptômes de fragilité dans le sens où il va être attentif à ses rituels, il va faire attention à ce que son rythme professionnel ne dépasse pas une certaine mesure, il va faire attention et dans certains milieux, on va considérer ça comme étant une fragilité. Une femme qui vient d'avoir un enfant... À juste titre, Boutaïna ? Ah non, mais moi, je ne viens pas pour juger. C'est le concept même de la subjectivité. C'est que, et c'est ce que je dis même en entreprise, c'est que est-ce que c'est bien ou pas ? C'est à l'entreprise, dans le cadre de la réglementation, de voir est-ce qu'elle a le droit ou pas. Le cadre vraiment strict lié à vulnérabilité, c'est lié à tout ce qui va être d'ordre de loi sur le handicap, de loi liée à la discrimination, de loi contre le sexisme. Et après, il y a des choix des entreprises qui vont venir dire, en fait, nous, on va considérer que ça, c'est acceptable et ça ne l'est pas. Et après, c'est un choix. D'ailleurs, on le voit par exemple au Maroc, on va avoir des et je vais laisser la parole effectivement aux panélistes sur ça, mais on va avoir une prise en charge des vulnérabilités qui va être différente entre les PME familiales locales et des multinationales. Et d'ailleurs, j'ai dans le livre, on a même des interviews qui ont remonté qu'en fait, moi j'aime bien cette question parce que les Français vont pas poser cette question naturellement, et moi je la pose obligatoirement. C'est que les DRH qui vont être dans les multinationales, je leur pose, est-ce que vous appliquez des normes différentes selon les pays ? Et en fait, effectivement, ils vont pas l'assumer complètement, mais bien sûr, il va y avoir une gestion locale, parce qu'il n'y a pas les mêmes mœurs, il n'y a pas les mêmes cultures, la même ouverture ou fermeture. Enfin, il y a une histoire locale qui va être spécifique et on ne peut pas venir imposer de la même manière ce cadre lié aux vulnérabilités. Voilà. Merci. Je suis très loquace, donc il faut m'arrêter. Hein. Non, c'est au contraire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment une définition qui rassemble l'ensemble. Évaluation 360, évaluation de soi, connaissance de son référentiel de valeur, mais évaluation de l'autre également, parce que au travail, et ça tu prêches une convaincue, c'est d'abord des relations interpersonnelles. Avant, et c'est ça d'où vient la complexité et qui peut générer vulnérabilité ou fragilité. Donc merci pour la définition. Et je vais rebondir sur un terme que tu as utilisé et qui a été un fil conducteur tout au long de ton livre, c'est l'humain. Et justement, dans un passage, tu dis que manager les vulnérabilités, c'est apprendre à voir l'humain derrière le collaborateur. Ça m'a parlé beaucoup. Et justement, parce que moi, ça avait suscité ma curiosité, parce que j'aurais rêvé d'écrire ce livre. C'est pas fini, il faut un tome 2. Oui, on va le faire à 4 mois, pas de problème. Mais justement, est-ce que tu peux partager avec l'auditoire quelle est l'histoire derrière ce livre ? Quelle est l'histoire ? C'est-à-dire que tu veux découvrir mon humain ? Alors, en fait, j'en parle. Enfin, typiquement, il y a toujours une histoire de rencontre à l'ISKE, bien sûr. On sait. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'avait frappé quand on arrive à l'ISKE, la première année. Je vais vous raconter une histoire. Il y a tout de suite un club qui se construit. Alors, ceux qui n'ont pas été à l'ISKE, peut-être qu'ils ne vont pas comprendre. Mais on appelait ça les nice people, les gens qui venaient du l'IoT. Et ils se regroupaient entre eux la première année. Parce que, voilà, ils avaient les mêmes références culturelles. C'était facile.
Et puis en fait, à la fin de la promo, ils étaient complètement regroupés, mais avec les autres. Et ça fait partie des histoires que j'ai observées. Donc moi, j'ai une curiosité naturelle pour ce genre de mélange, mais aussi de voir comment il y a des groupes sociaux qui peuvent se constituer naturellement, et c'est normal, on a les mêmes références. Et puis petit à petit, de voir que, par exemple, pendant le Covid, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est vraiment la solitude. Et comment les gens se sont enfermés petit à petit sur leur référentiel professionnel. Les gens qui travaillent le soir parce qu'ils sont parents. Il y a des parents aussi divorcés qui vivent pas du tout la même chose. Il y a des maladies chroniques qui ont aussi explosé ces derniers temps. Hein, donc il y a aussi cette histoire et que je vois dans mon quotidien de professionnel. Il se trouve effectivement que même des étudiants qui malheureusement étaient en décrochage scolaire parce que ils n'ont pas connu la vie estudiantine. Donc ça aussi, parce qu'on est dans un établissement et je pense que c'est une réalité malheureusement. Et puis là, on va dire la génération qui est sortie post-Covid, qui a étudié dans certaines conditions, qui se retrouve dans certaines conditions dans le monde professionnel, elle est aussi vulnérable parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de conflits intergénérationnels un peu partout. Hein. C'est pas spécifique au Maroc, c'est un peu partout. Il y a des conflits intergénérationnels de partout. C'est peut-être un concept marketing, mais la réalité, c'est que comme on n'a pas du tout les mêmes codes, on n'a pas grandi avec la même histoire, moi, ce qui me fascine, c'est pas vraiment le cas au Maroc. Et ce qui me fascine, c'est que le lieu professionnel est vraiment le dernier tiers-lieu où les gens de différentes origines sociales, de différents genres, de différentes histoires, de différents diplômes, vont se retrouver dans un seul lieu pour produire quelque chose. Au Maroc, heureusement, on a encore les recettes et donc c'est une bonne nouvelle, mais on reste dans nos univers, dans nos bulles, et le monde professionnel est quelque chose qui nous titille, qui nous sort de nous-mêmes. On est confronté à notre altérité, on est confronté à des gens qui nous ressemblent pas. Et ce que j'ai observé, c'est que en fait, les personnes les plus vulnérables sortaient du système. Et ça, c'est quelque chose qui frappe. Enfin, moi, quand j'étais jeune étudiante, j'entendais des personnes qui avaient entre 40 et 50 ans dire « Je peux pas sortir de mon travail parce que si je sors, je pourrais pas retrouver du travail. » C'est encore de vigueur aujourd'hui. Et plein d'autres exemples comme ça. Et en fait, j'aime pas le statu quo. Donc, le fait d'entreprendre, forcément, ça veut dire qu'on n'aime pas le statu quo. Et d'une certaine manière, comme ça m'énervait, que ça me grattait, j'ai préféré sortir ce livre et c'est plus simple comme ça. Excellent. Ben, comme quoi, tout challenge ou toute difficulté ou situation de vulnérabilité, ce que je comprends, tu avais déjà partagé ça avec moi, mais pour résumer tes propos, c'était le Covid, parce que moi je l'ai pas féminisé. Je suis désolée, mais pour moi il est resté le Covid. Je n'ai pas compris pourquoi on l'a féminisé. Donc le Covid, la situation qu'on a tous vécue, était une situation de vulnérabilité qui n'a pas été vécue de la même manière pour tout le monde. Oui. Mais tu as su transformer cette situation de vulnérabilité en opportunité de croissance qui a généré, dont le fruit, c'est ce livre que tu partages avec nous. Oui, entre autres, mais effectivement, dans tous les cas, le Covid en particulier, c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qui nous a fait tous rendre compte de ce que voulait être exposé au risque réellement. Et d'ailleurs, on a vu que le résultat est que les personnes ne l'ont pas vécu de la même manière selon. Si on vit dans une grande maison, on est parti à la campagne, que le fait qu'on soit ado ou bien qu'on soit une grande famille ou bien qu'on soit, on va dire, à l'étranger, on l'a pas du tout vécu de la même manière. On a des séquelles de toutes sortes. Maintenant, effectivement, il y a des vulnérabilités que j'ai connues comme tant de personnes et qui font que maintenant, on en fait quoi? Et j'aime pas l'idée que, en fait, forcément, il y a quelque chose de beau qui en sort. Moi, j'ai préféré travailler. Parce que attendre que quelque chose de beau en sorte,
je n'avais vraiment pas l'assurance que ça allait sortir. Donc j'ai préféré écrire un livre et effectivement c'est aussi une rencontre. Comme j'ai rencontré Charlotte et que c'est vraiment il y avait cette idée-là qu'il fallait sortir de ce statu quo et que Duno m'a suivi et qu'ils étaient emballés par l'histoire. Il se trouve qu'en plus Duno c'est l'éditeur. Duno, c'est l'éditeur, c'est quand même une bonne maison d'édition. Et en 2025, on l'avait pas prévu comme ça, mais c'était l'année de grande cause nationale en France, c'était la santé mentale. Donc c'est vraiment un alignement de planètes. Mais comme dans toutes les entreprises maintenant on en parle, ça veut dire qu'il y a vraiment un sujet parce que peut-être 3 ans après le Covid, 3 ans après, dans le sens où ça a duré 2 ans, on est sorti avec des séquelles, donc tout le monde est au courant de ce qui s'est passé avec les crises multiples qu'on connaît, donc forcément les collectifs sont pas mal meurtris. Voilà. Merci Boutaina pour cette clarification et ce partage, justement, et merci d'avoir rappelé la journée mondiale de la santé mentale 10 octobre, et je vous avoue que Ali et moi, quand on a pensé, Boutaina, quand on a pensé à la programmation de cette conférence, on la voulait sciemment pour le mois d'octobre pour 2 raisons. La première, c'est effectivement autour de la journée mondiale de la santé mentale, mais pas que, parce que le livre aborde également les situations de handicap, tout type de vulnérabilité, handicap, deuil, maladie chronique, et c'est Octobre Rose. Donc, je pense, enfin, on est tombé d'accord que le timing et programmer cette conférence un mois d'octobre, ça avait du sens. J'avais une deuxième question, ou une troisième. En entreprise, justement, la notion de vulnérabilité peut être perçue comme équivoque, effrayante et parfois même galvaudée. Donc c'est un extrait de ton livre. Et dans le livre, nous faisons, et je lis un extrait, nous faisons comme si les vulnérabilités n'existaient pas au bureau, alors qu'elles sont là, discrètes mais puissantes. À ton avis, à votre avis, Charlotte et toi, pourquoi certaines organisations continuent-elles à nier ou cacher ces réalités ou à les mettre sous silence? Parce que ça coûte cher. Enfin, pourquoi tourner autour du pot? Ça coûte cher, parce que on n'aime pas ce qui n'est pas prévisible. L'imprévisible coûte cher, et forcément, ça fait peur. Ça fait peur aux managers, ça fait peur aux responsables, mais ça fait peur aussi aux salariés eux-mêmes. Comment on va aborder le sujet pendant l'entretien? On connaît tous des jeunes mamans qui ont caché leur grossesse pendant des entretiens, des personnes qui ont caché un chômage pendant un entretien, qui ont caché le fait d'avoir été licenciés pendant un entretien, d'avoir été harcelés au travail par le boss ou bien par un collègue pendant un entretien. C'est la vie de tous les jours, ça fonctionne comme ça. Par contre, on adore faire des storytelling à la TEDx pour dire que voilà, j'ai connu une vulnérabilité, je m'en suis sortie, c'est génial, voilà, et tout le monde applaudit. Mais c'est 10 ans plus tard qu'on a gagné, quand on va, ben voilà, même moi j'avais du mal, vous le voyez bien, tout à l'heure j'avais du mal à raconter ma propre vulnérabilité parce que voilà, c'est compliqué, c'est se livrer. Moi je dis souvent, quand je suis partie en France, on posait la question, est-ce que ça va? Et on me répondait, et toi? Et moi, je leur répondais, mais au Maroc, on pose la question, c'est toi. Et il faut savoir, est-ce que ça va pour le voisin, le chat, le concierge, mais tout le monde? On doit savoir si ça va pour tout le monde. Oui. Et le 7 fois, la règle des 7 fois qu'on connaît dans le lean management, c'est vraiment pour savoir, est-ce que ça va vraiment? Et la réalité, c'est pour ça que je compare, mais typiquement, c'est que c'est pas de la faute de la culture française, c'est juste que les gens sont obligés d'aller vite, n'ont pas le temps, on a des écrans, on est obligé de se dire, allez, on va performer, et du coup, on pose la question, est-ce que ça va, mais on n'écoute pas la réponse, ça ne nous intéresse pas. On va même pas, enfin, c'est voilà. Et ça, c'est quelque chose de vraiment frappant. Et extrapoler au monde de l'entreprise, extrapoler également à un établissement universitaire ou scolaire par rapport à la gestion de cette vulnérabilité. Est-ce que, pour toi, quel risque les organisations prennent-elles quand elles refusent d'intégrer la vulnérabilité dans leur culture managériale? L'altérité.
Bientôt, on va avoir des entreprises avec juste de l'IA. Voilà. On va même pas avoir de salariés. Il y a plein de pubs en Californie. Tu penses que c'est une réalité? Ah oui, je pense que ça existe déjà. Ça existe déjà. On a vu, je ne sais pas si vous avez lu la presse, il y a une entreprise, je ne vais pas citer parce que je ne suis pas là pour faire la promo positive ou négative d'une entreprise, qui a annoncé dans un communiqué de presse le licenciement de personnes qui se sont pas de collaborateurs qui se sont pas adaptés à l'IA. C'est pire. Ils n'ont pas dit qu'ils se sont pas adaptés. Ils ont dit qu'ils ne sont pas adaptables, qu'ils avaient jugé qu'ils n'étaient pas adaptables et qu'il n'y avait aucune raison de les former. Ça servait à rien. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi des pubs qui sont sorties en Californie il y a pas longtemps où il y a des startups qui ont dit ne recrutez pas d'humains, recrutez de l'IA parce que lui vous demandera pas ni pause café ni congé. Donc, on est passé d'un monde, on en parlait en off, d'un monde où on parle d'équilibre de vie à un monde où on dit, mais en fait, pourquoi s'embêter avec de l'équilibre de vie alors que vous allez avoir une IA qui va travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et en fait, la question qu'on est à l'ISCAP, pour passer les fourches codines du recrutement, du fameux concours, on passe le concours à l'écrit, mais on a aussi un oral. Et à l'oral, en fait, il y a toutes les vulnérabilités qui apparaissent malgré tout. Du verbal à non-verbal, des personnes, si vous connaissez Bourdieu, voilà, entre ceux qui ont du capital culturel qui ne l'ont pas, des personnes qui ne se sont pas forcément bien préparées parce qu'ils n'ont pas du mentorat, de ceux qui ont pu se préparer, qui ont lu l'Économiste ou Le Matin, n'est-ce pas, les personnes qui ont l'habitude de faire des conférences de celles qui ne l'ont pas. Mon fils est dans la salle, bah lui il fait pas attention à ce que je dis, voilà, il a levé la tête, mais c'est quand même une chance. Voilà, tous les enfants de cet âge n'ont pas ce luxe-là. Et il se trouve que, voilà, aujourd'hui, le risque, c'est qu'on perd en altérité. Voilà, mais je dis, je fais même pas attention, je pose même pas la question. Il se trouve que toutes les personnes qui sont attirées par le projet de Helper, ou bien qui viennent avec qui on travaille, ben en fait, je pose pas la question. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que 1 an plus tard, 2 ans plus tard, à un moment, on a fini par établir un lien de confiance et tout d'un coup, les personnes se livrent et elles racontent leur quelque chose, ce sel-là. Et ça arrive tout seul. Et par exemple, dans un forum ou dans une tribune où il y a des organisations, tout type confondu, entreprises notamment, si tu as à leur exposer les principaux risques auxquels elles s'exposent si elles ne tiennent pas compte de la vulnérabilité dans leur management, quels seraient-ils vraiment en résumé? On voit ta déformation professionnelle. Non, mais le risque, les risques à ne pas recruter, vraiment, j'y crois sincèrement, c'est vraiment la perte d'opportunité à cette différence qui va leur permettre d'innover, qui va leur permettre même d'avoir des personnes engagées. Moi, toutes les personnes que j'ai interviewées dans les livres, qui ont vécu des moments très difficiles, qui ont connu des managers, on va dire cool entre guillemets, mais surtout attentifs, à l'écoute et qui se sont adaptés, ben en fait, toutes sans exception étaient loyales, engagées, à fond, parce qu'elles reconnaissaient ce que venait de faire l'organisation envers elles. Donc il y a une perte d'opportunité de perdre cette fidélité. Aujourd'hui, on n'arrête pas de dire que on n'arrive pas à fidéliser. Les personnes partent pour pouvoir augmenter leur pouvoir d'achat. Alors oui, le pouvoir d'achat est important, mais en fait, le calcul d'optimisation que font toutes les personnes en entreprise, c'est de considérer, et ça c'est la théorie de l'engagement qui reprend ça, c'est de considérer différents paramètres, dont les paramètres effectivement d'écoute, d'adaptation, de flexibilité, de temps de travail, patati patata, voilà. Mais ça rentre en jeu. On ne quitte pas un manager qui est vraiment incroyable avec nous parce qu'il s'est adapté. On ne le quitte pas, on n'a pas envie de le quitter, quelle drôle d'idée. Mais par contre, un manager qu'on va considérer toxique, difficile, qui n'écoute pas, qui nous dérange,
toutes les minutes, en fait, on va le quitter, mais en un claquement de doigts. Donc, il y a une installation du lien transactionnel qui va faire que les personnes vont partir assez rapidement et qui vont regarder ce qui est sur le marché. Merci pour la transition. Pour ma prochaine question, justement, qui porte sur un acteur central que tu évoques à juste titre dans ton livre, le manager. On demande beaucoup aux managers dans une entreprise et tu dis que le manager apparaît comme un acteur central de distribution, de collecte et d'échange d'informations entre les individus et l'organisation, mais aussi comme le représentant du système, du cadre. Quels sont, selon toi, les 3 premiers réflexes qu'un manager peut... Il y en a, hein, j'en ai rencontré au démarrage, on les tous... qu'un manager peut adopter pour mieux intégrer la vulnérabilité dans son management. Si tu as des recommandations avant de lire le livre, pour leur donner justement envie de lire le livre, pour enrichir leur boîte à outils de manager. Oui. Alors le fameux ça va, répété à plusieurs reprises, une fois par semaine. Mais c'est très difficile parce qu'on n'a pas le temps. Donc il faut voir et trouver le moyen pour les poser. Il y a du coup les personnes qui préfèrent faire des météos d'équipe où en fait on va demander pendant 30 minutes, une fois par semaine, comment ça va, où vraiment c'est un lieu informel. Et après, il y a une autre manière de faire les choses, c'est de rentrer au bureau et d'observer le non-verbal ou d'observer ce qui se passe en réunion. Parce que les personnes, quand elles ne sont pas en contrôle, elles vont envoyer des signaux faibles. Ces fameux signaux faibles, les personnes vont être irritables, vont être émotives, vont venir en retard à plusieurs reprises ou partir en retard parce qu'elles s'attachent trop au travail, d'observer les verbatims. Mais après, c'est le problème du manager aujourd'hui, c'est qu'il gère trop de personnes et c'est très difficile pour lui d'arriver à collecter les informations. Et après, c'est là où il peut déléguer un peu. Il y a toujours une partie qui est délégable, que ce soit avec son N-1, un bras droit. Il y a aussi la possibilité de se mettre en contact avec les RH, parce que ça, en fait, la plupart des managers aussi évitent les RH comme la peste ou le choléra, parce qu'ils préfèrent ne pas aller les voir. Non, mais parce qu'en fait, soit il y a un problème de pouvoir. Non, mais je vais pas me faire mêler les RH à mes histoires, parce que sinon, ils vont venir mettre le nez dedans. Ou alors parce que en fait, ils ne le connaissent pas. Il y a des managers qui connaissent même pas le RH, et parce que voilà, les multinationales c'est compliqué, les PME aussi c'est compliqué. On a délégué. Il y a de plus en plus d'entreprises aussi qui fonctionnent avec des centres de services partagés. Et donc, la partie RH, maintenant, est une forme de service de boîte à lettres pour la paix, mais c'est très compliqué d'avoir vraiment une personne humaine qui va répondre. Alors, il y a même des entreprises, que je connais, des grosses entreprises maintenant, qui ont délégué ça à un chatbot. Encore mieux. Et, entièrement. Alors, c'est pour filtrer. Parce que normalement, à l'IA Act, par exemple, européen, on n'a pas le droit de déléguer toute la partie analyse émotionnelle, psychologique liée aux données et de discriminer les gens à cause de ça. Mais on peut avoir des chatbots qui permettent de filtrer, parce que tout le problème de cette histoire, c'est comment filtrer dans le tas. Et ces derniers temps, on a vu que, par exemple, il y a eu des startups effectivement qui ont été concernées de scandales de suicide parce que il n'y a pas eu d'humains qui se sont les red flags. Exactement. Et justement, pour entrer justement dans la phase témoignage, parce que ce que j'ai apprécié particulièrement dans le livre, c'est que au-delà d'un ouvrage académique, il est vraiment pratico-pratique, il se lit d'un trait parce qu'il allie théorie et pratique. Et beaucoup de témoignages concrets, hein, où on se retrouve, en tout cas moi je m'y suis retrouvée et j'ai fait des sondages et effectivement c'est des témoignages qui parlent, qui sont calés à la réalité terrain et j'aimerais, il y a un passage, manager les vulnérabilités, ce n'est pas une posture compassionnelle, c'est une stratégie de performance durable. Est-ce que
tu pourrais partager un exemple d'entreprise qu'il a bien mis en place ou un témoignage de bonne pratique qui vous a marqué, Charlotte et toi? Oui, alors déjà, la question de la stratégie compassionnelle, parce que c'est très facile aujourd'hui. J'enseigne avec pas mal de jeunes comme ceux qui sont dans la salle et qui sont influencés aujourd'hui par la question de « je veux un manager qui m'écoute ». Mais après, on fait quoi? Donc, et d'ailleurs, dans les témoignages qu'on a recueillis, il y a beaucoup de personnes qui exprimaient leur frustration de dire voilà, le manager, il s'assoit, il me met dans une salle de réunion, il m'écoute et il me dit oui, tu as raison, c'est difficile, c'est compliqué, tu es fatigué. Je vais remonter des choses et il fait rien. Donc, la difficulté, c'est comment on arrive à aiguiller. Pas de feedback. Oui, voilà, et ensuite de changer soit les objectifs de qualité, de quantité, soit de diminuer le temps de travail, soit d'adapter le lieu de travail. Enfin, il y a plein de moyens pour ajuster l'activité à ce qui se passe pour la personne, soit la former, soit la mettre... Il est devenu fragile. Oh, c'est mignon, il est devenu fragile, merci. C'est une bonne métaphore, la fin de la pile. Il faut se recharger, c'est comme le téléphone. Effectivement, du coup, pour donner un exemple concret, les managers peuvent avoir une panoplie aujourd'hui d'actions, mais le problème, c'est que soit ils ne le connaissent pas, ils ne connaissent pas ces actions, soit ils ont peur d'enclencher quelque chose que les autres vont juger, les autres collègues, et qu'on va venir le réclamer encore plus, et qu'on va finir par... Enfin voilà, il y a une forme d'engrenage qu'on va démarrer. On fait rien. Exactement. On fait rien, on va laisser les choses comme ça. Et ça, c'est pire parce que, en réalité, même les collègues, ils voient la situation empirer. Et c'est ça que j'ai remarqué aussi durant l'écriture, c'est que les collègues, ils vont venir, ils vont juger, ils se disent « Mon Dieu, il se passe ça, ils font rien, ça veut dire que moi, un jour, la roue tourne, ça va m'arriver, ils vont rien faire, je vais partir. » Donc vous n'avez pas juste vexé ou inquiété ou frustré ou énervé la personne concernée, vous avez fait ça même autour. Et c'est là où il y a un effet de boule de neige catastrophique. Donc après, pour prévenir ça, en exemple, pour vous donner des exemples concrets, par exemple, des grosses boîtes pour Saint-Gobain, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont construire ce qu'ils appellent des ERG, et Microsoft, je crois, ils font la même chose, c'est des Employee Resources Group. Donc, c'est des groupes pour les grandes entreprises qui vont venir bénévolement de salariés sur des thématiques précises, s'entraider. Donc moi-même, je m'étais mobilisée pour une journée de santé mentale chez Amazon. Oui, chez Amazon. Mais parce que la salariée m'avait demandé de venir et d'intervenir, et elle m'avait fait de la peine, et je m'étais dit bon, voilà, il faut le faire. Ma posture, c'est je ne juge pas l'employeur. Les personnes sont là, elles sont contentes, elles ont un travail, elles sont payées pour. Je vais pas venir leur ajouter la double peine de les juger de là où elles sont. Et en fait, ils sont vraiment investis. Même Amazon, ils font pas mal de choses. Donc, c'est-à-dire que ils vont s'investir pour, par exemple, les parents avec des horaires flexibles. Ils vont même s'investir sur des moyens. Il y a des entreprises qui vont même s'investir, par exemple, sur des jours de dons pour les parents qui ont des enfants malades, très malades. Il y a parfois des cagnottes pour ça, où en fait les salariés vont donner des jours de congé pour les salariés concernés. Il y a des entreprises comme la Poste qui a fait un guichet unique pour les aidants. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais les aidants sont les personnes qui travaillent et qui aident un membre, un proche de leur famille. Et d'ailleurs, je pense qu'on va avoir un problème, par exemple, au Maroc, parce qu'on a beaucoup de familles qui ont des aidants à l'international, et c'est pas facile à gérer au quotidien. Et la Poste a fait un guichet unique pour pouvoir... Alors, ils ont fait une forme de certificat. Vous venez, vous déclarez, et en contrepartie, on va vous accorder des jours, un budget même. Il y a mon client
que je ne vais pas citer, a même octroyé un budget de 1 500 €, donc l'équivalent de 15 000 dirhams par an pour les dents. Et là, ma cliente m'a dit, ah, mais on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait autant d'aidants. Peut-être que le budget va pas suffire, parce que effectivement, ça reste conséquent. Et comme il y a eu une inflation, c'est quand même assez motivant pour que les aidants se déclarent. Donc après, il y a plusieurs formes selon les budgets, selon les entreprises, selon leur stratégie. Et il y a des entreprises qui le mettent dans leur vision stratégique. C'est-à-dire qu'ils vont le déclarer comme étant un plan d'action pour l'engagement avec des objectifs, des KPI, un budget qui va être validé aussi avec des représentants du personnel et ça va aider pour le dialogue social et le fait de performer ce fameux chiffre d'affaires et la marge auto. Voilà. Ça me parle. Merci. Tu as cité justement Microsoft et je me tourne vers Salima. Tu as dit que le livre intègre un témoignage de Microsoft et effectivement, il parle d'un retour d'expérience de Microsoft en matière d'innovation stratégique orientée inclusion numérique et notamment dans le développement des outils et leur accessibilité au plus grand nombre. Salima, en tant que dirigeante de Microsoft Maroc et femme leader reconnue, est-ce que tu aurais une recette magique pour gérer, prévenir, manager la vulnérabilité dans ton quotidien? Effectivement, il ne marchait pas. Tout d'abord, si tu me permets de revenir quelques minutes en arrière, juste pour reconnaître et remercier Boutaina pour cet ouvrage. Je vais citer quelques mots que tu as cités tout à l'heure. C'est une démarche pragmatique, humaniste, et j'apprécie que tu aies brillamment d'ailleurs décliné un équilibre qui est très difficile à trouver en entreprise, parce que tu le disais, il y a une notion de coût, de budget, mais il y a une nécessité de le faire parce que le fait de laisser les vulnérabilités devenir des fragilités, au final, vient altérer ou impacter la performance et le revenu de l'entreprise, donc ce coût qu'on cherchait à protéger et qu'on vient perdre. Et je me suis reconnue dans beaucoup d'exemples que tu citais. J'ai pas encore fini le livre, donc je suis pas prête à répondre à toutes les questions, mais en tout cas pour la partie que j'ai lue. Et je retrouve beaucoup de mon quotidien chez Microsoft qui part d'un vécu du leader. Donc c'est vraiment la notion top-down. Donc c'est le leader qui a une expérience de vulnérabilité accrue. Donc Satya Nadella avec son fils qui est handicapé et qui se dit qu'il est un développeur dans l'âme. Et c'est l'ADN de l'entreprise de se dire on développe des produits pour toute l'humanité quelque part, pour donc toutes les personnes. Et de se dire que pour que ces produits-là puissent répondre aux besoins donc de mon enfant, de mon entourage, des gaps que j'ai vus de ma propre vie, il faut que les développeurs puissent eux-mêmes être conscients de ces vulnérabilités. Donc ça, c'est parti de là avec des itérations, on va dire, en disant que les développeurs, pour pouvoir définir une charte de vulnérabilité, ils doivent eux-mêmes pouvoir définir leur vulnérabilité, sentir que celles-ci sont gérées au sein de l'entreprise. Et c'est surtout, ce n'est pas un groupe qui est isolé du reste des employés, donc il faut qu'on généralise. Donc de là part le Learn It All que tu cites aussi dans le livre, de se dire on va bouger d'une culture qui dans l'ère avant Satya Nadella était l'ère des sachants, donc top-down, les leaders doivent savoir plus que leurs managers et ainsi de suite jusqu'à cascader à l'individu, donc le individual contributor, et de se dire que au lieu de ça, tout leader, qui soit senior, qui soit manager, a le droit de dire je ne sais pas. Donc se transformer en culture de learn it all, donc d'apprenant quotidien, continu, et de pouvoir assumer cette vulnérabilité, qu'elle soit situationnelle, je change de rôle, je n'ai pas les nouvelles compétences, qu'elle soit aussi due au genre, par exemple. Tu as parlé tout à l'heure des enterprise group, et leur valeur a été de contribuer à enrichir année après année
le catalogue ou la base de données des vulnérabilités qui était définie, connue, et qui était attachée à des KPI, etc. Et parmi les, on va dire, les nouvelles ou plus récentes vulnérabilités qui sont sorties d'un ERG, donc Women at Microsoft, et de reconnaître que une femme, différemment d'un homme, quand elle arrive à acquérir les compétences, l'expérience nécessaire et la seniorité pour arriver à des rôles de senior leadership, ça va peut-être en faire rire certains, mais elle le fait pendant une période de tumulte hormonal, qui est la phase de ménopause. Et que ça doit... Ben, voilà, donc j'ai pas vu. Je suis pas encore arrivée à cette partie, donc tant mieux. Et donc, au début, ça a fait rire en disant non, mais c'est tabou. Mais en fait, c'est ça aussi, manager les vulnérabilités et de le faire brillamment dans une entreprise et de pouvoir déconstruire tous les tabous, les détruire, et que la ménopause est devenue une vulnérabilité qui a des outils de suivi, qui est dans le catalogue managérial. Donc, c'est quelque chose qu'on doit gérer quand on a des équipes, des personnes dans l'équipe, pardon, qui sont susceptibles d'être dans cette catégorie-là, de suivre les signaux faibles, etc., etc. Et donc, au-delà de cette phase que toute femme doit vivre, il y a la maternité. Il y a la maternité, ne pas stigmatiser une femme qui rentre de congé maternité ou qui en... Comment c'est géré justement ce distinguo, moi pour la militante de la parité et diversité que je suis, et je sais que tu l'es aussi, et merci d'avoir fait le parallèle et d'avoir bien mis en évidence qu'il y a une différence, on n'est pas égaux dans tout. Chez Microsoft, comment ça se passe, ce distinguo, toute nature confondue? Effectivement, j'ai pris cet exemple-là et je vous écoutais, il m'est venu à la tête, mais pour répondre à ta question sur ce cas particulier, il a fallu d'abord que la gestion des vulnérabilités devienne un pilier stratégique. C'est pas un mot dans une mission ou une vision, c'est quelque chose qui est géré avec sa revue de performance, avec des outils, avec de l'omnicanalité dans la collection des signaux. On en parlait aussi tout à l'heure, les équipes sont maintenant diverses, les organisations matricielles. Je n'ai pas l'occasion d'observer, par exemple, toutes les personnes dans mon équipe, parce qu'il y en a certains que je vois une fois par an, physiquement. Donc il fallait déjà construire cette business unit, quelque part, avec ses performances, etc. À partir de là, ça devient un levier de performance. Et donc, quand on reconnaît que le congé maternité ou le départ en maternité, ou même l'idée de concevoir peut devenir un stress. Je pense que j'ai écouté tout à l'heure le doute, le stress, l'angoisse. Donc, il y a des femmes qui vont angoisser même avant de penser à concevoir parce que ça va limiter leur carrière, d'expliquer et de trouver un moyen de compenser. Et un moyen de compenser était d'incentiver les personnes qui vont faire un stretch assignment. Donc, je pars en congé maternité ou paternité, d'ailleurs, ça concerne aussi les hommes. J'ai rigolé, j'ai vu des étudiants, dès que le sujet a été abordé, ils se sont éclipsés discrètement. La paternité, ça vous concerne aussi, parce qu'on a des hommes aussi qui vont partir en paternité 6 mois, par exemple, avec donc des préparations qui se font. Et pour ça, ça devient une opportunité pour que quelqu'un qui est moins senior, par exemple, ou qui a envie d'explorer ce rôle ou ses compétences, prenne un stretch assignment, soit incentivé dessus, donc soit rémunéré, récompensé dessus, avec une opportunité d'être coaché. Donc il faut un réseau de coaching ou de mentoring interne pour les supporter. Voilà. Merci beaucoup, Selima, pour ce retour d'expérience. Pour ce retour d'expérience, ce témoignage concret. Dans le livre, Boutsaïna, tu as mis en exergue, tu t'es beaucoup attardé sur le rôle du manager, mais tu as évoqué que le manager sans le support de la direction des ressources humaines ou de la fonction RH ne peut pas tout faire. Et tu parles justement de la direction des ressources humaines comme un acteur clé. Est-ce que tu peux, justement, avant de passer le relais à Hichem,
évoquer quelques insights sur comment la direction des ressources humaines peut jouer ce rôle sans tomber dans la bureaucratie, le contrôle excessif, la complaisance, voire pire, le favoritisme. Alors, comme on est entre nous et que je suis maintenant assez à l'aise, je vais pouvoir commencer à dégommer. Ça va être le moment où je vais dire que... En fait, en gros, tu vas faciliter la tâche à Hicham. Voilà. C'est au moment où la direction RH décide de jouer son rôle. C'est-à-dire de ne pas être juste des juristes, mais de s'occuper des ressources humaines. Et ça, c'est très difficile. Non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que, ce n'est pas forcément dans leur objectif, ce n'est pas les objectifs qui leur sont donnés en début d'année. Quand on donne du budget au DRH, on leur dit pas de s'occuper vraiment des ressources humaines, on leur dit de s'occuper du risque juridique des ressources humaines. Parce que il y a des contrats. Et d'ailleurs, la plupart des RH que j'ai croisés, ils le disent, ils le disent volontiers, ce sont des profils de juristes, donc forcément, il y a un biais professionnel lié au contrat de gestion. Donc, ils vont gérer la gestion humaine par un biais qui est juridique. Donc, tout ce qui est lié au droit. Donc, par exemple, pour le handicap au Maroc, il y a un quota. Est-ce qu'on arrive à le remplir ou pas? Est-ce qu'on arrive à remplir les conditions nécessaires ou pas? Ou alors, est-ce que la personne, je peux la virer ou pas? Moi, j'ai rencontré des RH. Je les connais, c'est mes clients. J'ai aucun problème avec eux. Mais par contre, il y en a qui m'ont dit, on a un problème avec une RH. Le jour où un salarié est venu en entretien pour lui dire qu'il avait un handicap de niveau aptitude 2, parce qu'il était en inaptitude niveau 1. Donc c'est un peu technique. Mais en gros, ça s'est empiré comme situation. La responsable RH lui a dit, bon, il va falloir discuter des parts. Donc, c'est comme ça que aujourd'hui, et dans pas d'entreprise, je jette pas la pierre, c'est dans le sens où on gère l'urgence, on gère le risque, on va gérer le contrat, on va pas gérer, est-ce que on va pouvoir... Derrière le contrat. Non, il faut pas demander l'impossible quand même. Parce que, en fait, ça ne fait pas partie forcément de leur feuille de route. C'est pour ça que la question... Quels sont les outils Oui, mais l'outil principal, c'est déjà de commencer par la stratégie. Le deuxième outil, ça va être est-ce qu'on va suivre le droit ou avoir en plus ce qu'on appelle une stratégie RSE. Et si on a une stratégie RSE, est-ce qu'on a des objectifs? Moi, toutes les entreprises que j'ai interviewées, c'est très difficile d'aller piloter les objectifs. Par exemple, quels sont les objectifs en santé mentale qu'on va avoir? C'est compliqué. Parce qu'on va dire absentéisme. Est-ce qu'on va avoir de l'absentéisme? Est-ce qu'on va avoir un taux d'engagement, donc dans les baromètres? Ou est-ce qu'on va avoir, on va dire, des symptômes? Donc c'est les conflits au travail. Ça va être, est-ce qu'on va avoir des incivilités? Est-ce qu'on va avoir le nombre de plaintes d'agression, de harcèlement du manager ou bien du salarié vers le manager. Donc ça va être les symptômes très excessifs. Quand même, on arrive au moment où en fait ce ne sont plus des signaux faibles, ce sont des signaux forts. Donc c'est là où la fonction RH est en difficulté parce que elle n'a pas forcément les moyens. On leur demande pas dans leur mandat de faire ça. Donc parfois, il y a des RH qui sont très investis, qui sont innovants et visionnaires et qui vont venir et qui vont dire non, on doit le faire. Parce qu'en plus, ça nous coûte cher après pour le recrutement. Vous nous demandez de recruter, mais on met 6 mois, 1 an pour trouver les bonnes personnes. Alors que le plus simple, ça serait de garder celles qu'on a. Et c'est là où la difficulté, en fait, pour les DRH, c'est d'avoir les bonnes compétences en interne. Et je vous avoue que c'est aussi une partie de mes clients, c'est que la difficulté, c'est comment on a des responsables RH qui ont ces compétences en interne. Parce qu'on a changé de paradigme, mais on n'a pas dit aux équipes internes qu'il fallait changer. Et qu'il fallait changer d'attitude, de comportement, de compétences. Il fallait mieux écouter quand on était en entretien, ne pas diriger tout de suite les personnes vers la sortie, trouver des solutions. Et il y a des personnes qui sont malheureusement même pas au courant des accords, parce qu'il y a des accords. Par exemple, vous avez Safran
qui est à côté, et Safran a signé il n'y a pas longtemps un accord sur pour les parents, bien pour les danses. Donc ce sont des outils, mais même les RH ne les maîtrisent pas forcément. Donc, et ça veut dire qu'on n'a pas forcément investi, qu'on n'a pas mis l'initiative, l'objectif final dans une équipe en leur disant vous devez les atteindre, coûte que coûte. Et en parallèle, je vais vous donner tout le paradoxe, c'est que même les RH sont en difficulté aujourd'hui. Il y a des études qui sont sorties il n'y a pas longtemps qui montrent que les équipes RH sont vraiment tiraillées parce qu'après le Covid, ça a été très difficile pour elles parce que c'est elles qui ont dû transformer les équipes et c'est très dur. Voilà. Merci. Et justement, dans le livre, les témoignages sont... Bon, la majorité des témoignages de DRH ou de managers ou de collaborateurs français. C'est la raison pour laquelle je me tourne vers Hichem Zouanet, je rappelle président de la commission sociale de la CGEM et responsable RH chez Coca-Cola Bottling Company. Justement, Hichem, pour justement, ce rôle de la direction ressources humaines dans la gestion de la vulnérabilité, dans la prévention de la vulnérabilité, quel est ton retour d'expérience professionnelle et également ta perception personnelle de la vulnérabilité, comme tu la vis au quotidien? Merci Amina. Je voudrais commencer par remercier d'abord Boutsaïna et Charlotte. Je me permets de les tutoyer, mais c'est plus facile de retenir les prénoms que les noms. Je voudrais également remercier le groupe Le Matin, à travers Ali et Haitami, pour leur générosité en termes de partage, le nombre d'événements qu'ils organisent. Ça devient même votre ADN, et merci pour cela. Et je remercie bien sûr l'ISCAE à travers Adil Bami. C'est un give back de ma part aussi, parce que j'ai eu le plaisir d'être dans ces amphis-là, et je vous cache pas, dans moins d'un mois, je vais soutenir un doctorat 3e cycle 22 ans après. Tout l'auditoire est invité. Tout l'auditoire est invité, Adil va vous donner la date. Alors, avant de répondre à votre question, Amina, je voudrais partager avec vous deux phénomènes qui sont des pathologies pour moi. Le premier phénomène, c'est un déni. Un deuxième phénomène, c'est une schizophrénie. Le déni à 3 niveaux. J'ai eu le plaisir et la chance de présider à l'avenir de plusieurs associations, locales, nationales, africaines. J'étais même dans le comité exécutif de la Fédération mondiale des ressources humaines. Jamais j'ai eu le plaisir d'assister à une conférence ou un débat sur la fragilité. La réalité, elle est amère. Je vais parler sans filtre. Et donc, il n'y a pas de débat. Et surtout, face à un phénomène en France, entre 2006 et 2009, où il y a eu une avarie de débats. On ne doit pas attendre qu'il y ait 23 morts chez France Télécom en 18 mois pour commencer à en parler. Ou bien 6 morts chez PSA, ou bien 3 morts chez Renault, dont 2 sur site pour en parler. Les dégâts, sans parler des suicides, ils sont tout aussi dommageables, et même pire, que au moins eux, ils se sont libérés. Ce qui se passe dans l'entreprise, et c'est un déni. Peut-être je vais te contredire, Boutsaïna, c'est pas par une histoire de budget. Si c'était le cas, les grandes entreprises au Maroc l'auraient fait. Ils payent 3 fois plus des budgets sur autre chose. L'ISG, par exemple, la RSE, ils dépensent des milliards. C'est par peur de voir sous le tapis. Et par peur de faire un appel d'air à quelque chose qu'ils ne sauront pas gérer, parce qu'ils n'adorent gérer que par la performance et par le profit. Et tant mieux, je vais le dire, parce que c'est l'essence même d'une entreprise. Mais sauf que les règles de contrôle doivent fonctionner. Or, ça ne fonctionne pas. Et je reviendrai à ce qui se passe au niveau des RH. Donc, c'est un déni au niveau de la place publique en termes de débat. C'est un déni au niveau des entreprises. Et c'est un déni même au niveau des moteurs de recherche. J'ai fait l'exercice maintenant, lorsque vous m'avez demandé quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit. Que ce soit Google ou bien Meta, lorsque j'écris gestion de la vulnérabilité, tous les résultats de recherche, ils partent de la vulnérabilité, cybersécurité. C'est-à-dire, le mot vulnérabilité pour eux, lui-même n'y est pas. Maintenant, pour répondre avant, je vais parler également de la schizophrénie. Alors, dans nos entreprises, et surtout notre culture, on adore faire quelque chose et dire son contraire. On adore, par exemple, gérer par la performance, et donc le profit est une religion au niveau des grandes entreprises, au niveau du libéralisme en général. Mais en même temps, on adore des storytelling sur le capital humain, sur le leadership. Alors que parfois on est à des... Ce que je n'aime pas,
de ne pas s'assumer. Ils commencent à être fragiles aussi. Les micros. En même temps, C'est bon. C'est censure. tester le positionnement de... Allumé. C'est bon? Régie. Je me dis Anna ou le micro? Ah, maintenant c'est bon. Donc en termes de schizophrénie, on adore également, afficher qu'on est une marque employeur avec un work-life balance en termes d'équilibre familial, et en même temps on refuse le télétravail, on refuse une hybridation de temps de travail. Et lorsqu'on est obligé d'utiliser le temps de travail ou bien l'hybridation, parce que maintenant les jeunes nous poussent à le faire, on refuse le droit à la déconnexion. C'est pas parce qu'on a donné une connexion et une chaise, et on a vu quelqu'un travailler dans sa chambre, qu'on peut l'appeler à minuit, qu'on peut l'appeler dans le week-end. Donc cette forme de schizophrénie, elle va au-delà, elle va également dans la schizophrénie de gérer l'individuel et le collectif. Dès que la gestion de talent commençait à être un élément central dans la gestion humaine, on a oublié le collectif. Alors que le collectif est surtout, pour moi, la genèse même de la création de valeur. Donc tout ça, pour revenir à dire que le rôle de la fonction RH, elle est à l'image du poids du DRH. Ça me rappelle un échange que j'ai eu avec Luc Châtel. Luc Châtel, vous le connaissez, c'était l'un des 3 triumvirats qui ont géré les Républicains il y a quelques années, après le départ de Sarkozy. Et en même temps, il était ex-DRH de L'Oréal. Il m'a dit que cette fonction, c'est une fonction d'influence et non pas une fonction d'autorité. Et donc, le rôle de la fonction RH, c'est-à-dire plus vous avez un DRH influent, plus ces phénomènes, ils sont beaucoup moins tabous, et plus vous mettez un DRH, ou bien lui-même il se met dans un poste où il y a beaucoup de suffisance, avec moins de... Quand bien même il appartient à un comité de direction, parce que ce n'est pas l'appartenance à un comité de direction qui fait du DRH, c'est son influence sur le comité de direction. Alors pour moi, son rôle est clé et important en termes d'accountability à 4 niveaux. Premièrement, la reconnaissance. Et ça, c'est en cohérence avec le déni. Si on ne fait pas le travail, la reconnaissance, aller au-delà du déni d'entreprise, et on va au-delà de l'entreprise, et on va au-delà de ce déni en parlant dans le comité, en mettant le doigt sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas. Pour être encore plus formel, en nous reconnaissant la vulnérabilité, c'est bon, je vois. Alors, on reconnaît de manière plus pratique la fragilité en mettant des process. C'est-à-dire, on ne peut pas juste afficher, en termes de top management, un positionnement s'il n'y a pas derrière une policy, une procédure, des moyens de recours qui peuvent être une adresse mail ou bien un téléphone. C'est comme si lorsque vous gérez la corruption, lorsque vous gérez le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, le stress, tout ça, l'épuisement moral, on doit avoir un recours parce que c'est ça ce qui fait des résultats. Et donc, premier élément pour moi, c'est ça. Et bien sûr, le portage de la direction générale. Le portage de la direction générale, il part avec ça, c'est-à-dire le patron et le comité doivent l'afficher, doivent en communiquer, doivent en parler dans les town hall meetings, et doit afficher comment recourir lorsqu'il y a un problème. Deuxième chose, pour le DRH, pour moi, c'est identifier et mesurer. Comme disent les Américains, we cannot improve what we cannot measure. Donc on ne peut pas mesurer, améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. D'abord, il faut identifier. L'un des éléments clés et des armes que peut avoir un DRH pour identifier ce phénomène, ce sont les people surveys, ce sont les enquêtes de satisfaction, les enquêtes d'engagement, ou bien même des mini-surveys. Il y a des gens et en général, ces enquêtes-là, ils reviennent régulièrement. Et dans les grandes multinationales, des notations et des scores moins que la moyenne pour un leader renvoient à un départ, une séparation après 2-3 résultats négatifs, quand bien même les résultats sont bons. Et donc, pour moi, traiter, après avoir identifié et mesuré, c'est uniquement les plans d'action liés, parce que vous mesurez par direction. Vous allez trouver, dans des directions, il y a des scores excellents en termes de leadership, où le burn-out n'apparaît pas. Et d'autres, nous, pour la première fois, on a vu dans nos résultats, on fait 2 enquêtes. On fait une Global People Survey et on fait un OHI. Un OHI,
c'est un outil avec McKinsey, mais en général, on l'a fait uniquement parce qu'il y a eu des acquisitions. Et pour la première fois, on voit apparaître le burn-out chez nous. Et donc, moi, je suis maintenant solide d'un phénomène avec un plan d'action, et derrière, je vais interpeller les deux directions sur lesquelles il y a ce burn-out. Et les premiers qui sont interpellés, c'est les dirigeants. Et les dirigeants, soit il y a un phénomène de déni et on aura des soucis, soit il y a un phénomène d'ouverture et il n'y aura que du bonheur, que de la prise de conscience. D'ailleurs, il n'y a pas que de la formation. Il faut beaucoup former sur ça parce que ça, en général, on ne fait pas beaucoup attention à ça. Et troisième niveau pour moi, c'est comment traiter et prévenir. Traiter, c'est revenir à chaque fois sur les plans d'action, évaluer, et parce qu'on va lancer dans 2 ans également la même enquête de satisfaction, la même Global People Survey. Et croyez-moi, lorsque vous ne traitez pas, lorsque vous ne restituez pas comme il faut, de manière fidèle, lorsque vous ne lancez pas les plans d'action, lorsque vous ne faites pas les focus group pour travailler avec vous de manière collective vos plans d'action, et lorsque vous ne délivrez pas au moins à 70% vos plans d'action, le taux de participation l'année prochaine va encore être plus bas et va vous renseigner sur votre faiblesse en termes de suivi de l'engagement dans votre... Et prévenir, pour moi, c'est le rôle capital du DRH. Alors tout ça, c'est un rôle partagé avec l'élément central de ce phénomène qui est le manager. Mais là où le DRH a un rôle central, c'est de prévenir. Prévenir, c'est nommer. Lorsque vous nommez des gens, des managers, vous savez ce que vous ne devez jamais céder à la tentative que tout le monde veut, c'est de faire promouvoir le meilleur technicien d'un domaine. En général, on perd un très bon technicien et on gagne un mauvais manager. Pour cela, il y a eu des matrices, des 9-box, mais tout ça avec une double entrée performance et potentiel. Mais tout ça, le DRH doit être celui qui filtre la facilité que veut le métier. Le métier, il veut des techniciens, il veut des gens faciles, des plug and play. Si vous avez le poids qu'il faut, en général, vous recalez ces gens-là. Si vous n'avez pas le poids qu'il faut, vous apparaissez comme un gars d'intendance dans une boîte. Donc ça, c'est la réalité. Et dernier niveau d'implication d'un DRH, c'est comment traiter les victimes de ça. Traiter à double niveau, un niveau interne, en termes d'accompagnement, c'est ça, ce qu'on appelle et également les lanceurs d'alerte, parce qu'en entreprise, ça existe. Et en général, lorsque vous avez des emails, nous avons en termes de déontologie, des emails qui peuvent, à chaque fois, on traite à chaque fois, et bien sûr, on ne traite pas uniquement des lettres anonymes, on traite des sujets vrais qui sont vérifiés, et il y a des débuts de preuves. Ça, on commence à traiter. Et donc, accompagner des victimes, c'est beaucoup d'écoute, c'est de l'écoute active. D'abord, donner cette écoute active au manager, après au HRBP, qui sont vos premiers relais RH, après au DRH, et laisser la porte aux syndicats. Parce que malheureusement, parfois, ce sont les syndicats qui nous alertent sur ça, et c'est sous la peur de voir des mouvements sociaux qu'on commence à bouger, etc. Et deuxième chose, accompagner en externe, via du coaching externe, via des cabinets spécialisés, via des consultants. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, la réponse à des offres et des avantages qu'on offre à des salariés est très faible par rapport à des choses gratuites sur lesquelles ils peuvent faire ce compagnie. Si vous pouvez nous éclairer sur ça. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci pour ce témoignage concret à ton image. On se connaissait de loin, mais tu es reconnu pour ce que tu prônes. Donc merci pour ce témoignage qui est clair et qui est concret par rapport au rôle d'un DRH, le rôle de la fonction RH. Moi, je rajouterais l'influence, le pouvoir d'influence, mais également les valeurs. Parce que sans les valeurs, voilà, culture et valeurs. Exact. Et incarner les valeurs de l'entreprise et l'impartialité, l'indépendance, etc. Alors, je vais revenir vers Boutaina et l'extrait par rapport à l'impact dans un monde traversé par des crises climatiques, sanitaires, géopolitiques. Vous écrivez, les vulnérabilités individuelles se transforment en vulnérabilités collectives. Comment les organisations doivent-elles se préparer à cela? Ou si je puis dire, s'agissant d'une réalité actuelle, comment peuvent-elles gérer efficacement cet état de fait?
C'est une question difficile parce qu'en fait, j'ai déjà même partagé avec des acteurs de la mutuelle, je ne sais pas si vous connaissez ce secteur-là, qu'on va arriver dans un monde où petit à petit, les vulnérabilités ne vont plus être assurables parce qu'il y en aura beaucoup trop. Il y aura des multivulnérabilités. Typiquement, quand je vous disais tout à l'heure que les entreprises allaient avoir un budget pour lequel elles vont consacrer pour certaines catégories de personnes des aides, en fait, au bout d'un moment, on consomme trop vite ces budgets-là. Et donc, effectivement, ça veut dire que d'une certaine manière, est-ce qu'on peut considérer, on en a débattu juste avant, pendant le off, est-ce que finalement il ne faut pas changer de paradigme parce que pendant les années 90 et 2000, on a beaucoup individualisé la performance. Et donc, qui dit individualiser la performance, de comment on va travailler, comment on va performer, forcément, il y a des vulnérabilités qu'on va voir de manière très individuelle. Et donc, ça revient à la question de est-ce que d'une certaine manière, est-ce qu'on peut pas mutualiser, c'est-à-dire de mieux considérer la performance comme étant un travail d'équipe. Moi, je rejoins tout à fait le témoignage que vous avez fait, c'est-à-dire, je dis souvent au DRH, si vous avez un burn-out par équipe, bon, ça arrive. Si vous avez 3 burn-out par équipe, dans la même équipe, la même année, posez-vous des questions. Bien sûr, un burn-out, c'est multifactoriel, mais si on commence effectivement à imposer des objectifs inatteignables et qu'on n'a pas le système de capacité pour y arriver, ni les process, ni les ressources, forcément, on va user le système. Et on en a parlé aussi sur la question de les entreprises ont vécu un Big Bang avec le Covid et elles ne se sont pas posées 2 secondes pour se dire, attention, peut-être qu'on va revoir notre plan à 5 ans. Pour se dire, peut-être qu'on doit revoir nos objectifs. Ça ne veut pas dire de ne pas les atteindre. Ça veut dire, est-ce qu'on doit reconsidérer notre business model? Et là, typiquement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une épidémie, par exemple, de solitude. Je parle de France ou des États-Unis, par exemple. Au Maroc, je ne pense pas que ça soit le cas. Mais il y a d'autres effets de bord qu'on est en train d'observer, comme la question de l'inclusion économique, comme la question de l'ascenseur par l'éducation, par la santé. C'est-à-dire que tout d'un coup, le système en lui-même, les business models des entreprises sont usés et donc on n'a plus de souffle. Donc la question c'est, est-ce que le progrès est illimité ? Non, pas forcément, mais il y a des secteurs qui sont cycliques. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte que de temps en temps, une fois tous les 3 ans, on ne fasse pas une croissance à 2 chiffres. C'est très difficile à accepter ça. Surtout dans des systèmes où en fait on doit rembourser des dettes, on veut aussi satisfaire les investisseurs. Et là, la question se pose. Donc c'est là où la mutualisation typiquement de la vulnérabilité, donc c'est-à-dire de considérer la vulnérabilité de manière collective, en fait elle va aller avec la question de la performance, avec la question de comment on voit les ressources sur le long terme et d'avoir une stratégie plus globale. Mais c'est pas facile. Parfois, ça semble très abstrait. Et moi-même, j'ai une entreprise, je sais très bien à quel point c'est pas facile à faire au quotidien. Et justement, dans le même ordre d'idée, par rapport aux livres et aux recommandations concrètes que vous avez développées, notamment par rapport aux pratiques managériales, est-ce que, moi ça, j'ai été interpellée par deux recommandations, 2 approches de méthodologie qui m'ont particulièrement interpellée. La méthode Sapiens oui. Et la roue de la vulnérabilité vue par The Helper. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, en fait, on est parti des pratiques qu'on a identifiées pour dire que pour aider les managers, mais aussi les responsables RH à mieux comprendre ce qui se passe et surtout analyser pour adapter l'activité, on propose un résumé en fait avec un acronyme qu'on appelle Sapiens, donc pour le clin d'œil de l'humain, soutenir, analyser, piloter, donc c'est les questions de budget mais aussi d'objectifs et de data, piloter, intégrer, entraider, c'est-à-dire de s'entraider dans les équipes mais aussi entre managers, entre fonctions et entre
équipe, entre personnes concernées par certaines vulnérabilités et prendre soin de soi. Parce que ça aussi, c'est très difficile, que ce soit pour les managers, les responsables RH, les dirigeants. Enfin, on voit une difficulté aujourd'hui dès qu'on est on va dire un caregiver, quelqu'un qui prend soin de quelqu'un et d'une équipe, on va être dans la difficulté de cette prise de soin, de cette prise de recul. On a même utilisé cette métaphore tout à l'heure que pour donner de l'oxygène, il faut d'abord prendre de l'oxygène quand on est dans l'avion. Et pour répondre aussi à la roue de la vulnérabilité, la question c'est comment, en fait, je pose des questions. Donc, on a proposé un outil qui s'appelle la roue de la vulnérabilité, que vous pouvez retrouver dans le livre, de comment, quand je suis manager, je peux poser des questions sans être intrusif. Parce que tout de suite, les managers disent « Mais jamais, je peux pas, c'est confidentiel, mais je suis sortie, machin. » Enfin, bon, au Maroc, peut-être pas. Mais voilà, on va pas se mêler. On a également les données personnelles, RGPD. Non, mais on fait, sans données personnelles, mais voilà, on fait... Intrusion. Voilà, on fait semblant de dire « Ah non, mais ça, c'est confidentiel, je vais pas me mêler. » Tu vois la personne venir en pleurs ou bien péter un câble sur l'open space et s'énerver, bah non, c'est pas normal. Ça veut dire que ça affecte son activité ou que il est en prise de soins thérapeutiques d'un cancer et qu'en fait ces médicaments l'affectent dans son quotidien ou qu'il a une migraine, bah en fait forcément ça va l'impacter. Donc la question c'est comment on arrive à identifier ce que vit la personne en la guidant pas à pas, mais aussi comment cela va impacter son activité, sa productivité, sa performance et les conséquences avec les équipes. Parce qu'on a découvert, et ça je vous invite à le voir dans les livres, que... 102, page 102 à 109. Oui, mais il y a aussi le fait que, par exemple, les collègues, on en marre très vite. C'est-à-dire que on veut bien gérer, par exemple, une situation de crise qui va durer 15 jours, un mois. Voilà, la personne a vécu quelque chose de très difficile. Mais alors, un an et demi, ça fait je m'arrête. Donc, on va dire ça, on va le penser, on va avoir des comportements qui vont être un peu... Moi, j'ai assisté à des scènes où les RH me dévoilaient des histoires. Franchement, c'est à dormir debout. Il y avait des personnes qui, parce que des personnes avaient une collègue qui sentait mauvais. Et ils ne se sont jamais posé la question que cette collègue, elle sentait mauvais parce qu'elle était malade. Donc, pour gérer ça, comme ils ont patienté, ils ont commencé à mettre des pots pourris autour de son bureau. Donc le manager, parce que c'était une forme de harcèlement, le manager l'accueille et lui dit « Je suis désolé ». La personne a commencé à pleurer. Et il lui a dit « Mais je suis malade ». Bon, non seulement du coup ça devient un cas de harcèlement, mais en plus de discrimination. Et justement, Oui. Merci pour la transition, parce que je voulais absolument avoir cette question sur la vulnérabilité des situations en situation de maladie chronique ou de handicap, ou également en situation de deuil, parce que ça peut arriver. Tu as cité un exemple, mais ça peut arriver, c'est une maladie. Et d'où la question des 7 ça va, les 7 questions et les vrais ça va, s'intéresser authentiquement aux collaborateurs. C'est un sujet que tu abordes à juste titre dans le livre et je t'en remercie et je salue cette initiative en guise de sensibilisation générale des personnes qui sont présentes pour élargir et s'aimer dès demain dans leur entourage. Est-ce que tu pourrais mettre en évidence 3 recommandations en plus de la tout ce que question j'ai dit cyclique des par rapport à ce point particulier des personnes en situation de maladie, de deuil ou maladie chronique, ou comment les gérer, parce que des fois ça peut durer ça peut durer longtemps. Maladie chronique c'est à vie, donc alors, c'est ce qui est important, je pense que c'est de se rappeler qu'on n'est pas psychologue, on n'est pas thérapeute, on n'est pas coach, même si effectivement on cite le modèle Blanchard sur le management situationnel, où en fait on peut avoir différentes casquettes pour la prise en charge en fait des salariés, mais même dans votre entourage, de se rappeler que on n'est pas forcément les mieux placés pour pouvoir accompagner les personnes.
Mais le simple fait de dire je suis à ton écoute si tu as besoin de moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi, ça aide beaucoup parce que les personnes généralement en fait elles ne veulent pas spécialement de l'aide vraiment logistique ou émotionnelle, elles veulent juste voir que vous avez vu ce qui se passait et après de se relayer sur des systèmes aussi, parce que c'est normal, on est fatigué, voilà, de se relayer par des systèmes solidaires. C'est-à-dire qu'un collègue va peut-être un jour faire quelque chose, l'autre est plutôt doué pour je sais pas, cuisiner ou préparer un bon repas. Et finalement, le simple fait de retrouver des gestes, ce qu'on fait naturellement au Maroc, on sait très bien le faire, c'est de visiter les personnes, d'offrir des fleurs, de câliner. C'est tout bête, mais parfois on se dit que ça va coûter très cher, mais en fait pas forcément. Juste que ça bascule pas vers le harcèlement sexuel. Voilà. Alors, on peut taper sur le dos, comme ça, de manière très gênante. Mais on peut faire ça. Mais après, le fait même d'envoyer un petit mot, parce que, par exemple, il y a des violences qui sont très, très importantes au monde professionnel, c'est l'absence. C'est quand on s'absente quelque part. Par exemple, on est malade pendant une période et on est absent. Et tout d'un coup, les salariés, ce qu'ils m'ont confié, c'est que on disparaît. Personne ne nous demande comment ça va, personne ne se préoccupe, même on perd les nouvelles, alors qu'on est très attaché à notre identité professionnelle, à notre rituel professionnel, et tout d'un coup on perd du jour au lendemain ces rituels-là, et le fait de juste d'envoyer, alors il y a des entreprises qui demandent aux salariés si les personnes veulent garder contact. Et pour les personnes qui souhaitent garder contact, elles envoient une newsletter où elles vont envoyer, on va dire, les flash news de l'entreprise, informer en fait même, je sais pas, des places de parking, enfin des choses même vraiment logistiques, parce que la personne va revenir, on oublie, mais la personne revient, et quand elle revient et qu'elle trouve que son environnement de travail est complètement changé, en fait, elle est complètement déboussolée. Déconnectée. Je souriais parce qu'on a le problème inverse au Maroc. Je pense pas qu'on disparaît. Mais c'est vrai. Alors, c'est une histoire. Ma sœur, elle me fascine parce que dès qu'ils ont un deuil, ils sont tous présents. Mais c'est incroyable, mais je trouve ça incroyable. Alors en France, vous avez un deuil, mais alors personne ne vous demande, mais on voit même pas le message. Mais je trouve ça très beau. Il faut le nourrir, et c'est pour ça que je disais que même les entreprises multinationales qui, quand elles intègrent des vulnérabilités, il faut être conscient que le traitement culturel ne va pas être du tout le même d'un pays à un autre. Et en fait, cette patte-là, et je dis souvent aux journalistes français que en fait j'ai été juste influencée par ce que j'ai connu tout simplement enfant. Donc c'est une manière de présenter les choses. Merci Boussaïna. J'avais une question, mais je vais pas l'adresser en question, mais n'hésite pas à compléter cette affirmation. On est, je pense qu'à travers tout ce qu'on a entendu par rapport à ce qu'a dit Boussaïna, mais Hicham et Salima, c'est que le management des vulnérabilités n'est pas un luxe propre aux grandes entreprises ou une nécessité, mais c'est vraiment une nécessité pour tout type d'organisation. Ton fils applaudit déjà. Il en peut plus. C'est le plus long moment de calme qu'il ait connu depuis quelques jours. C'est pour ça que je suis en train de faire l'atterrissage. On va l'applaudir. Non. Donc voilà, c'est l'affaire de tous, et ça ne concerne pas uniquement les multinationales ou les grands groupes. Oui. Ça peut concerner les organisations. Si même je pense que je prêche un convaincu, même des établissements scolaires, universitaires, estudiantins.
peuvent être amenés à gérer les vulnérabilités. Et justement, je vais me tourner vers les panélistes et vers toi, Boutseina, à commencer par toi. Si tu devais adresser un message aux dirigeants, managers et RH présents aujourd'hui, quelle serait ta recommandation phare pour oser la vulnérabilité en entreprise? Les meilleures leçons que j'ai apprises en matière de gestion de vulnérabilité, donc c'est-à-dire de prise en compte et de prise en charge, je les ai eues par des patrons de PME et je les ai eues aussi par un général de l'armée de terre française qui m'a expliqué que c'est le seul moyen de consolider des collectifs. Donc je vous remets parce que l'interview, en fait, elle existe, elle a été retranscrite dans le livre et c'est un moment que je garde en souvenir. En plus, il m'a envoyé une carte de remerciement écrite à la main. Qui fait ça encore? Mais ça rejoint l'idée que l'attention est une grâce. Et quand je dis que l'attention est une grâce, en paraphrasant Simone Veil, ça veut dire que l'attention est un actif. Vous nourrissez votre capital immatériel. Personne ne pourra vous copier après. Vous créez des barrières à l'entrée qui sont inestimables. C'est le meilleur marketing que vous puissiez faire. Merci. Hichem? Moi, j'ai 3 messages qui vont s'adresser simultanément aux actionnaires, aux dirigeants qui sont des directeurs généraux et également les RH. Le premier aux actionnaires, vous savez, ce risque, il peut avoir des dégâts dommageables aussi bien à l'actif de toute la boîte. Et la différence entre une forme de RSE light, qui est une forme de give back, et un référentiel ESG, c'est qu'une RSE give back, c'est une forme de gestion pour libérer sa conscience en partageant un peu ce qu'on a. Et le forum de pilotage, c'est en général le comité de direction. Une approche ESG, le forum de pilotage, ce sont des actionnaires. Et le message que je voudrais donner aux actionnaires, pour construire cette approche ESG, il y a ce qu'on appelle la matérialité simple et la double matérialité. Les deux, la matérialité simple, elle part que des risques, et la double matérialité, elle montre les risques et les opportunités. Et souvent, ces risques psychosociaux sont très faibles en termes de probabilité qu'ils arrivent et très faibles en termes de dommages. Je peux vous dire que France Télécom, s'il n'avait pas changé son branding en mettant des millions d'euros, en s'appelant Orange maintenant, il avait déjà perdu énormément. Donc, les risques liés à la réputation sont énormes. Il faudrait vraiment remettre à un niveau dans la matrice de double matérialité ce risque de gestion psychosociaux. Pour mon message au DG, franchement, valoriser la fonction RH et créer ce tandem DG-RH qui est capable de faire soulever tout ce qui existe sous le tapis et le traiter de manière la moins dramatique, parce que souvent, on dramatise beaucoup et on a peur de faire un appel à des choses qu'on ne saura pas gérer. Et dernier message au DRH, entre le risque et la survenance de ce risque-là, il y a la formation, mais il y a également l'accompagnement de ce qu'on appelle le mindfulness. Le mindfulness, c'est le plein de conscience. Lorsque vous alertez quelqu'un, que vous allez avoir une réunion très difficile, ou bien vous allez avoir un processus qui est très dur, il se prépare. Et ce processus de préparation à la pleine conscience diminue les dégâts de toute cette fragilité. Merci beaucoup, Hicham. Selima. Merci beaucoup. Je veux commenter quelques petites nuances que vous avez citées. Déjà, j'adore les 2 exemples. L'exemple de la PME, c'est une entreprise qui n'a pas perdu son humanité encore, et donc et qui n'a pas besoin d'essayer de la retrouver. Donc c'est quelque chose, c'est un modèle à rechercher même dans les grandes entreprises, parce qu'on a tendance à suivre le double DG de performance et donc oublier notre humanité. Le deuxième n'a pas le choix. S'il ne gère pas la vulnérabilité, les troupes ne seront pas au rendez-vous. Et donc, cette prise de conscience, je reviens peut-être au déni que tu as cité tout à l'heure, cette prise de conscience à haut niveau est très importante. Le fait de dépasser la peur au niveau de la direction générale, des boards et cascader, le fait de comprendre que le DRH doit devenir la première personne la plus influente
maximum la deuxième personne, c'est-à-dire au pire c'est la deuxième personne la plus influente, et c'est ce qu'on a aussi chez Microsoft. On a deux personnes influentes, le CFO et le DRH, et c'est en général les emails ou les calls qu'on appréhende le plus. Et donc on se prépare, on a des moments de mindfulness avant de rentrer dans ces calls-là en général. Donc vraiment cette prise de conscience est importante, et se dire qu'il n'y a pas une petite vulnérabilité, il n'y a pas une grosse vulnérabilité. Toutes les vulnérabilités sont importantes, qu'elles soient temporaires, définitives, situationnelles, etc. Parce que ça dépend aussi du vécu de la personne, et elles ont le même impact sur la performance. Et une fois que cette peur est dépassée, qu'il y a la bonne combinaison entre le DRH et le relais managérial, qui est juste le relais du DRH dans ces situations-là, ben on arrive à activer ce cercle vertueux. Et pour l'anecdote, pour un vécu au sein de Microsoft, la performance individuelle est tout aussi importante que le fait d'aider, et donc d'avoir des feedbacks qui sont d'ailleurs notés à la fin de l'année, à quel point vous avez aidé les autres sans attendre un retour. Et donc des fois, quand on appelle à l'aide, on identifie une personne, ben on se retrouve à avoir 4 personnes qui viennent, qui disent on veut aider, et donc on a un problème inverse de devoir gérer le nombre d'aidants et pas l'inverse. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, d'activer ce cercle vertueux. Avec ce que je retiens aussi, les incentives qui sont importantes, ça doit faire partie de la stratégie pour avoir de l'impact. Donc ça j'ai bien aimé la mise en évidence du modèle Microsoft. Donc on arrive à la fin et finalement. Est-ce qu'on peut poser des questions? Bien sûr, je vais juste conclure et je vous passe la parole. Justement, j'ai esquivé quelques questions supplémentaires pour laisser quand même la place pour prendre des questions. Donc finalement, ce que nous retenons à travers tous ces témoignages et ces insights qui ont été partagés, c'est que la vulnérabilité n'est pas un obstacle et encore moins une fragilité ou une faiblesse, mais une ressource à transformer en opportunité et en force pour une performance durable. Moi, je vais partager avec vous un extrait du livre que je retiens, que j'ai retenu et que je prends avec moi, parce que j'ai été fortement alignée avec cette conclusion. Chaque individu arrive dans une organisation, quelle qu'elle soit, avec ses bagages, et chaque collectif se construit dans le temps avec des relations, des ressources et des compétences. Mais quel que soit le type de collectif, tout doit commencer par l'intention. Celle de poser un regard humain et de ne jamais perdre une occasion d'offrir de la dignité par le travail à ceux qui traversent des épreuves, quelles qu'elles soient. Je vais résumer ces propos, je vais me permettre, par un triptyque: intention, attention et équité dans la bienveillance, le dialogue et la communication. Donc voilà, Boutseina, un grand merci déjà pour l'initiative de ce livre. Et merci aux deux panélistes du corporate, mais vous avez vu les humains derrière le corporate, Hicham Zouanet côté RH et la dirigeante femme leader qu'est Selima Amira, DG de Microsoft Maroc. Un grand merci pour cet échange sans langue de bois, et place aux questions. D'abord, je te remercie, Amina, une modératrice qui nous a fait une analyse éclairée et bienveillante. Voilà. Merci. C'était un plaisir, vraiment. C'était un plaisir d'animer cette conférence. C'est ce qui nous rassemble, c'est la passion du savoir, échanger pour mieux comprendre, et plus on partage le savoir, plus on s'enrichit mutuellement. Et c'est ce qui a créé et fait naître une amitié, et j'en suis ravie. Merci.